Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 décembre 2016. Le titre du jour est Poursuite de l'effet Noël. En effet, nous avons des marchés qui sont globalement positifs, une volatilité qui reste faible, nous avons peu d'actualité, peu de catalyseurs. Nous allons faire donc le point sur ces marchés. Les indices consolident un petit peu, l'euro s'est un peu raffermi, les statistiques américaines ont été globalement bonnes. Nous allons donc faire le point sur cette situation. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent au quotidien sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average reste haussier, mais la hausse ralentit. L'indice américain n'a pas réussi à toucher les fameux 20 000 points qu'attendaient nombreux opérateurs à Wall Street. Nous sommes contenus entre 19 850 points les plus bas de lundi et les fameux 20 000 points. C'est une petite zone de range sans grande volatilité. Peut-être qu'au final, puisque nous n'avons pas réussi à dépasser ce seuil, nous allons assister à une petite consolidation. Mais pour ce faire, il faudrait casser la moyenne mobile à cette séance que l'on suit depuis maintenant 6 semaines, depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. Donc, n'anticipons pas un éventuel signal baissier. Attendons de voir dans quel sens sortent les prix de ce range. Le CAC 40 travaille encore les 4840 points, il les a testés encore ce matin, cela fait une semaine qu'il est dessous et ça ne passe pas pour l'instant, ce n'est pas pour autant que l'on va chuter, se retourner et casser des supports, simplement la hausse fait une pause, nous sommes sous une résistance de taille, c'est le haut d'un canal haussier de moyen terme qui en fait cadre le rythme de progression de l'indice français. Nous avons réalisé une très forte hausse depuis le matin de l'élection de Donald Trump à 4300 points. Nous avons gagné 540 points sur le CAC 40, soit un petit peu plus de 10%. Très beau score pour l'indice français qui réussit ainsi à se hisser dans le vert de justesse au mois de décembre afin de finir l'année en beauté. 8e séance de baisse d'affilée sur le VIX à 14,05 points actuellement. Ce n'est pas parce que les indices consolident un petit peu que le VIX va se tendre. En effet, le VIX, c'est l'indicateur qui est aussi surnommé l'indice de la peur. Le VIX aura tendance à se tendre si on a une accélération de la volatilité et du stress. Or, pour l'instant, même si les cours consolident un petit peu, on ne peut pas dire que les opérateurs soient particulièrement stressés. Réaction positive du pétrole WTI sur les 51,4 $. Ce sont les anciens plus hauts annuels de juillet et d'octobre. Hier, nous avons eu la publication de stocks de pétrole supérieurs aux attentes et cela a engendré un reflux des cours. Les cours sont revenus donc sur une ancienne résistance devenue support. Et on a favorablement réagi sur ce seuil qui fait pivot. En d'autres termes, tant qu'on sera au-dessus de cette zone de prix, eh bien, les acheteurs gardent la main. L'euro-dollar latéralise toujours, il est sous les 1,0465, ancien plus bas de 2015. Comme je vous l'ai expliqué, le pire n'est pas certain sur la monnaie unique. Et alors que nombreux opérateurs attendent désormais la parité, nous ne sommes pas à l'abri d'un petit rebond technique. Si les 1,0465 venait à céder, eh bien un retour vers les 1,0520, 1,0540 plus bas précédents serait envisageable. Enfin, les cours du jus d'orange échouent sous résistance à 205 cents et repartent à la baisse. Nous avions vu précédemment que les cours du jus d'orange avaient cassé une oblique de moyen terme de support. On avait fait un rebond technique vers cette oblique lors des dernières séances et les vendeurs semblent reprendre la main. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on retrouve Sanofi qui est en hausse,
Quelle est la raison de cette hausse? Eh bien, tout simplement, ces dernières séances, Sanofi était sous pression parce que les investisseurs craignaient que l'entreprise, le groupe français, rachète la société biotechnologique suisse Actelion. Or, Johnson & Johnson, qui souhaitait se porter à l'achat sur cette valeur, eh bien, revient à la table des négociations. C'est ce qui permet à Sanofi de reprendre un petit peu de hauteur. Et puis, vous voyez aussi dans les hausses, on retrouve les bancaires italiennes, car plus les bancaires italiennes vont mal, plus l'Italie était susceptible de les aider. Et il a été validé aujourd'hui que l'Italie allait débourser 20 milliards pour recapitaliser les banques italiennes, qui, je vous le rappelle, détiennent un tiers des 990 milliards de créances douteuses européennes. Donc voilà, nous allons injecter 20 milliards pour essayer de les aider, mais la situation du secteur bancaire italien est loin d'être résolue. Et puis dans les baisses, on a des consolidations notamment de valeurs défensives comme Telefonica, comme Vivendi, et puis on a Nokia qui décroche car Nokia vient de porter plainte contre Apple pour violation de brevets. Côté statistique, on a eu des chiffres plutôt bons. Les commandes de biens durables aux États-Unis ont baissé de 4,6% en novembre, alors qu'on attendait une baisse de 4,7%. Donc c'est un chiffre en baisse certes, mais meilleur qu'attendu. Le produit intérieur brut, le PIB américain, a progressé de 3,5% en rythme annuel au troisième trimestre, selon la dernière estimation du département du commerce qui avait annoncé la croissance à 3,2% il y a un mois. Donc c'est une révision positive. Et puis enfin, le nombre des inscriptions au chômage a atteint la semaine dernière un pic de 6 mois aux États-Unis à 275 000 inscriptions, soit 21 000 de plus que ce qu'on attendait. Est-ce que les chiffres de l'emploi sont en train de se retourner aux États-Unis? Telle est la question. Pour l'instant, on est en fin d'année. On avait eu deux semaines consécutives meilleures qu'attendues. Là, on a un chiffre inférieur aux attentes. On va attendre encore quelques publications pour y voir plus clair et pour voir si justement le nombre d'inscriptions au chômage augmente durablement dans le temps. Le chiffre du jour, c'est 100. 100, c'est le nombre d'avions commandés par l'Iran à Airbus suite à la réouverture des relations commerciales entre Téhéran et les pays occidentaux. Côté entreprise US, Micron Technology aux États-Unis a fait état d'une première hausse en près de 2 ans de son chiffre d'affaires trimestriel. Le titre était en hausse de plus de 10% en avant-bourse. Red Hat a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes et revoit à la baisse ses prévisions pour le trimestre à venir. Donc là, ce sera l'inverse, une ouverture et une baisse très certainement en séance. Honda travaille avec Waymo sur une voiture autonome. On a de plus en plus de constructeurs qui travaillent sur ce type de projet. Et puis enfin, Baidu, le moteur de recherche chinois, envisage de lever 1 milliard en bourse pour son site de streaming, ce qui valoriserait son site de streaming à 5 milliards de dollars. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on retrouve encore une valeur du secteur de l'énergie, Southwestern Energy Company, on retrouve un distributeur Monster Beverage en seconde position dans les hausses. Vous pouvez voir qu'on n'avait pas de très forte hausse ou de très forte baisse hier sur le S&P 500. On a une volatilité plutôt écrasée. Et dans les baisses, on retrouve des titres qui étaient jusqu'ici dans des tendances baissières comme Vertex Pharmaceutical et puis TripAdvisor qui a rebondi hier de 5% mais qui les repère et qui se retrouve sur ses plus bas mensuels. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets sur l'Eurostoxx en données 4 heures. Vous pouvez voir donc un biseau ascendant ici qui cadre la hausse. Tant qu'on évolue à l'intérieur de cette figure, eh bien la tendance est haussière et on est aussi au-dessus de la borne basse. Si on en sortait par le haut, ce serait un nouveau signe d'une accélération haussière pour finir l'année en beauté. Au contraire, attention, si on venait à casser les plus bas des dernières séances vers 3260 points, on sortirait alors par le bas de ce biseau et on pourrait alors techniquement le retracer et revenir vers les 3240 points. Donc on pourrait très facilement, après les 10-15% qu'on vient de gagner un peu partout sur les indices européens, perdre 1 ou 2%, mais ce n'est pas certain. Attendons pour cela la sortie de cette figure.
On va passer sur la plateforme de CMC Markets et comme d'habitude dans cette seconde partie on commence par les indices. On regarde ce qu'il se passe du côté des États-Unis, les indices directeurs. On a ici le Dow Jones en données journalières. Vous pouvez voir qu'on a une superbe tendance haussière, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et journalière, qui est d'ailleurs pour la dernière, la journalière, validée par le fait qu'on évolue au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Donc cette moyenne mobile, vous la voyez, elle est juste sous les cours ici dans la zone des 19 900 points. Tant qu'on est au-dessus de ce seuil, la tendance est haussière, les acheteurs peuvent reprendre la main et relancer la hausse en direction des 20 000 points à tout moment. Si on cassait ce seuil des 19 900 points, ce serait un petit bémol. Cela voudrait dire qu'on aurait très certainement une temporisation de la hausse. On deviendrait alors un petit peu plus neutre et on se stabiliserait dans un range avec une borne basse ici, les plus bas de la semaine dernière à 19 750 points. Pour passer baissier, pour parler de baisse, de retournement, il faudrait casser les 19 750 points. Comme vous l'aurez compris, nous n'y sommes pas. Concernant les indices européens, on va prendre en exemple le DAX. Le DAX est stable aujourd'hui. Cela fait 2 séances qu'il se stabilise dans la zone des 11 000, ça va vite, hein, des 11 450 points. On a cassé lundi les 11 400 points en clôture. Mardi, on a enfoncé le clou. Mercredi, on faisait de nouveau plus haut, on se stabilisait à plat. Aujourd'hui, jeudi, c'est une consolidation horizontale, sans volatilité, sans excès baissier, sans force vendeuse. Donc voilà, on est toujours dans l'effet de Noël avec une volatilité écrasée, des marchés haussiers. Mais comme vous pouvez le constater, cette semaine a été relativement calme et la suivante devrait l'être tout autant. Regardons également l'Eurostoxx dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voici l'Eurostoxx. L'Eurostoxx à 3280 points il y a la clôture de 2015 et donc on pourrait se demander s'il va réussir à casser ce seuil pour aller chercher une clôture positive et ainsi finir dans le vert comme le CAC, le DAX ou encore le S&P 500. Et puis concernant l'indice de volatilité, le VIX, le voici, il est en baisse et ce pour la 8e séance d'affilée. Et quand la volatilité va à la baisse, eh bien les indices vont aussi à la hausse. On va regarder les décalages éventuels sur les actions américaines. Si vous souhaitez que je regarde certaines d'entre elles, n'hésitez pas à me faire signe. On a FSLR, donc First Solar, qui revenait vers ses supports et qui les a cassés. Donc ici, on est toujours dans une tendance baissière de fond sur le titre FSLR, spécialiste des panneaux solaires. Twitter, toujours en baisse. Néanmoins, vous pouvez voir qu'on a eu un gap d'accélération hier et peut-être qu'on a un gap d'essoufflement aujourd'hui. Je m'explique, quand vous avez des gaps, vous avez 3 types de gaps. Le gap de rupture, le gap de continuation, le gap d'essoufflement. Le gap de rupture, c'est un gap de début de tendance. Le gap de continuation, c'est une continuation, vous l'aurez compris. Et le gap d'essoufflement, c'est la fin théorique d'un mouvement en cours. Donc vous voyez ici, on n'a pas eu de gap de rupture, mais on a eu une accélération baissière, une sortie de canal baissier, un gap de continuation. Pourquoi est-ce que je vous parle de possible gap d'essoufflement aujourd'hui? Bien tout simplement parce que le titre Twitter est revenu sur un support, les 16,35 $, ses plus bas d'octobre, sur lesquels nous semblons réagir. Et si le titre venait à réagir positivement puis à repartir au-dessus des 17 $ par la suite, ce serait donc bien un gap d'essoufflement auquel nous aurions assisté. Vous pouvez voir qu'on n'a pas de gros mouvements sur les différents titres. On a des mouvements de 1 ou de 2%. Ça, c'est Johnson & Johnson qui rebaisse un petit peu puisque la société est de retour à la table des négociations pour Actelion. Ça, c'est Medallion Financial Corp. C'est un titre dont on avait vu qu'il tentait de s'extraire d'un canal baissier, mais très rapidement, dès le lendemain, on a réintégré le canal baissier. Et donc, les vendeurs ont repris la main et on est revenu sur les plus bas annuels, les fameux 3 $. Les indicateurs sont proches de la survente, on est revenu sur les plus bas. Seule une réaction sur ce seuil permettrait de stopper l'hémorragie. Ensuite, qu'a-t-on ici? US Silica Holding, donc ça c'est une magnifique tendance haussière matérialisée par un canal haussier. Attention néanmoins, quand on s'approche de la borne haute, vous pouvez voir qu'à chaque fois il y a des reflux.
Ensuite, on a Tesla Motors qui continue de grimper après avoir donné un signal haussier théorique en cassant le seuil psychologique des 200 $ qui était conjugué à une oblique baissière de moyen terme qui passait par tous les plus hauts d'avril et de juillet. Donc vous pouvez voir ici que tant qu'on est au-dessus des 200 $, un signal technique haussier a été donné et les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main, ou d'enfoncer le clou plutôt, puisqu'ils ont la main. Ici, nous avons Advanced Micro Device qui continue sa course haussière. Tant qu'on est au-dessus des 10,30 seuil de long terme datant de 2009 que l'on a réussi à dépasser début décembre, eh bien, les acheteurs ont la main. Vous pouvez matérialiser la tendance haussière par une oblique et tant qu'on sera dessus, eh bien, ce sera haussier. Seule une cassure de cette dernière viendrait changer la donne. Et puis, autre titre qui m'intéresse ces derniers temps, c'est GoPro. GoPro, donc ici on a un retour des cours relativement violent. Le titre a été divisé par 2 entre octobre et décembre. Le titre GoPro est revenu sur ses plus bas historiques, les 8,6 $. On a eu une réaction positive sur ce seuil jeudi dernier, une tentative de retournement à la hausse vendredi dernier. Depuis, les cours se stabilisent à plat. Vous voyez le RSI qui sort de sa zone de survente et qui casse ses plus hauts des dernières séances. Donc on a peut-être ici un prémisse d'indication haussière sur l'indicateur RSI, donc le Relative Straight Index. Clairement, on est baissier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Le point positif, c'est qu'on a fait une réaction sur les plus bas et qu'on tient donc cette zone de support. Maintenant, pour qu'un signal haussier éventuel soit donné, il faudra casser les plus hauts des dernières séances, les 9,60, et sortir du canal baissier qui encadre les cours. Si et seulement si on venait à constater cela, eh bien un changement de rythme pourrait avoir lieu sur ce seuil. Côté matières premières, l'huile de soja continue de consolider. Alors l'huile de soja, c'est pas évident comme configuration. Vous pouvez voir qu'on a une épaule, tête-épaule inversée en données hebdomadaires avec une ligne de coup dans la zone des 35,20. Après avoir accéléré au-dessus de ce seuil de 10%, on est en train de revenir le tester. Si on le teste positivement, les acheteurs pourraient tenter de garder la main et de renvoyer à la hausse les cours dans le sens de la tendance de fond. Attention, si on réintègre cette zone de prix, c'est qu'on invaliderait potentiellement cette épaule tête-épaule inversée de moyen terme. Ensuite, ici, vous voyez le jus d'orange qui a fait un double échec sous ses plus hauts annuels, qui sont aussi ses plus hauts historiques, datant de 2011. On a eu un premier signal baissier donné par la cassure des 214, un deuxième signal baissier donné ici à la cassure des 202. On a fait un rebond technique pour venir tester l'oblique qui était avant une oblique de support, qui est désormais une oblique de résistance. Tant qu'on est sous cette oblique, les vendeurs ont théoriquement la main, et si on venait à casser les plus bas des dernières séances, on pourrait continuer de baisser en direction des plus bas d'octobre, ici vers 187. Seule une réintégration au-dessus de l'oblique, ici au-dessus des 205, changerait la donne. Ensuite, l'argent et l'or, on se stabilise sur support. Rien à dire là-dessus, ce n'est pas parce qu'on s'arrête dans la baisse qu'on va monter pour autant. Je vous rappelle qu'entre une tendance haussière et une tendance baissière, il existe la tendance neutre, et pour l'instant, c'est le cas ici. Le cuivre réagit positivement sur le support des 246. Ce matin, on en discutait ensemble. On disait que si les 246 étaient cassés, on pourrait aller chercher les 230, ancienne résistance devenue support. Zone qui a été cassée par une accélération haussière début novembre. Vous pouvez voir ici que donc c'est très propre. On a fait un double échec sous résistance. On est revenu sur support et les acheteurs se sont matérialisés, sont sortis du bois ici sur ce support. Donc le cuivre semble avoir trouvé un point dur. Concernant le gaz naturel, on a vu ce matin que la configuration actuelle ressemblait beaucoup à celle de cet été. Au mois de juin, on a eu une hausse, puis une sortie de canal, puis une tentative de relance haussière, un échec sous les plus hauts et la baisse a repris. Vous pouvez voir ici, on a le canal haussier, la baisse, le retour vers les plus hauts, comme ici. Donc si on échoue sous les plus hauts, on pourrait repartir à la baisse dans le sens de cette consolidation. Si on casse les plus hauts, par contre, là, il est clair qu'on redynamise la tendance, qu'on redémarre à la hausse. Concernant les cours du blé, c'est toujours baissier à moyen terme et baissier en données journalières, donc rien de spécial à dire là-dessus. Concernant les cours du sucre brut, on est toujours en tendance baissière, tant qu'on sera sous les 18,5 cents.
Pour redémarrer la tendance, il faudrait casser les 17,60 cents et le prochain support clé se trouve à 16,7 cents. Concernant les cours du riz, on est en train de retourner vers les plus bas annuels, les 9,20 cents, et on verra si une réaction prend forme ou non. Concernant les cours du coton, on est toujours dans un triangle chartiste que j'ai retracé parce qu'on avait un petit peu cassé l'oblique avant-hier, mais je ne trouvais pas ça très propre comme cassure, il n'y avait pas d'accélération. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit que je prenais les plus bas d'août, septembre, octobre et que je traçais une oblique passant par tous ces plus bas, ne la considérant pas comme cassée. On a réagi à la hausse hier, on est positif ce jour et j'attends toujours cette sortie de triangle avec impatience. Et enfin, les cours du pétrole WTI, tendance haussière hebdomadaire, tendance haussière journalière. Les stocks ont fait baisser les prix hier. On est revenu sur les anciens plus hauts, les 51,4. Les acheteurs s'y sont présentés. Et on peut donc garder un biais haussier au-dessus de ce seuil technique. Et puis enfin, sur les devises, on a une stabilisation du dollar américain qui permet un petit rebond, donc des paires en dollars. Voici le dollar américain qui, ne l'oublions pas, monte depuis le mois de septembre, donc ça fait 3 mois qu'il est en hausse. N'oublions pas que le dollar américain est fortement monté parce qu'on anticipait des bons chiffres US et des hausses de taux aux États-Unis. Désormais, cela semble pricé, c'est-à-dire que ces anticipations de bons fondamentaux américains semblent avoir été considérées dans les cours, puisqu'on est bien monté sur le dollar comme sur les indices boursiers. Et on assiste désormais peut-être à une stabilisation, à des prises de bénéfices après ce rallye dantesque qui a duré plus d'1 mois et demi. Malgré tout, vous pouvez voir que certaines devises restent sous pression contre le dollar. C'est notamment le cas de l'AUD qui reste en tendance baissière. Sur l'euro, c'est différent. On avait déjà vu ensemble que l'euro était en train de tenter de casser sa résistance et c'est ce qu'il est en train de faire. L'euro vient de réintégrer les 1,0465, ses plus bas de 2015. Il n'a pas accéléré sous ses plus bas récents et il est en train de remonter progressivement vers la zone des 1,0520, 1,0540, voire même au-dessus. On pourrait retrouver les 1,06, soit la borne basse du canal baissier dans lequel on a évolué pendant des mois. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, jeudi dernier, l'euro-dollar cassait des plus bas de 2015. Tout le monde disait qu'il allait à la parité. Tous les économistes interrogés dans les médias parlaient de baisse. Résultat, il s'est arrêté jeudi dernier et depuis, il ne fait que remonter. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les marchés adorent faire l'inverse du consensus quand ce dernier est pratiquement certain que quelque chose va arriver. Par exemple, le Brexit. Tout le monde pensait qu'il n'allait pas arriver, et puis il est arrivé et ça a secoué le marché. Et bien là, l'euro-dollar, je pense qu'il va donner un peu de fil à retordre au baissier, parce que ne l'oublions pas, l'euro-dollar vient des 1,14, il a déjà perdu 1000 pips ces derniers temps, et pour que l'euro-dollar aille plus bas, il faudrait que le dollar continue de grimper. Or, le dollar, je viens de vous l'expliquer, il vient de grimper pendant plusieurs semaines consécutives, et il a besoin potentiellement de respirer. Donc, voyons où ce rebond technique nous mène. Il est clair qu'à court terme, une résistance vient de céder, que les vendeurs n'ont plus la main. Donc attention à cette paire qui a l'habitude de faire l'inverse du consensus. Et puis concernant l'USD-Yen, à l'image des indices et du dollar, il consolide gentiment. On ne peut pas parler de signaux baissiers, de tendance baissière. On est tout simplement dans une petite latéralisation avec une faible pente baissière. Voilà. Donc effectivement, sur l'euro-dollar, on a des divergences, on a une potentielle fausse cassure des plus bas. On va mettre les indicateurs pour regarder ça. Hop. Donc vous voyez ici l'euro-dollar, belle divergence du RSI. Donc qu'est-ce qu'une divergence du RSI ? En fait, c'est quand vous avez les cours qui font un plus bas que le précédent et le RSI qui diverge et qui ne fait pas un plus bas que le précédent. Vous voyez ici, on fait un plus bas à 1,05 puis à 1,04 et là on fait un plus bas sur le RSI et celui d'après a été un cran plus haut. Donc nous avions bien une divergence haussière de RSI qui n'est pas un signal d'achat en soi, mais qui est quelque chose qui peut permettre de mettre la puce à l'oreille, voire d'anticiper pour les plus agressifs. Et une fois que la divergence se valide par l'effet des prix, c'est-à-dire par une cassure de résistance, eh bien votre scénario prend du poids.
Je vais maintenant regarder les deux titres que l'on m'a demandé. Alors, AMN Healthcare. AMN Healthcare, la voici. Alors attendez, je vais la mettre dans ma liste des actions US, comme ça si on veut la regarder une autre fois, je l'aurai de côté. Hop là. Voilà. Alors, on commence comme d'habitude par prendre un graphique mensuel et on peut constater que c'est une tendance haussière qui est en place depuis 2011 jusque 2016. Vous pouvez constater que c'est un titre extrêmement volatile, hein. On est passé ici de 44 à 27, de 27 à 40 en l'espace de 5 mois. Donc n'oubliez pas, hein, les titres des secteurs pharma et biotech, c'est généralement des titres qui sont extrêmement violents. Ce qui est très beau ici, vous voyez, c'est ce gap baissier avec une ouverture au plus bas. Ça devait être sur les publications de résultats. Résultat, on a gapé à la baisse, puis les acheteurs ont pris la main et on est remonté en ligne droite. En données mensuelles, c'est haussier. En données hebdomadaires, c'est haussier. En données journalières, c'est haussier également. Néanmoins, on bloque un petit peu à court terme sous le seuil des 40 $. Il ne faut pas oublier que ce titre vient de prendre, on va le mesurer avec l'outil de la plateforme, ce titre vient de prendre 45% depuis le 10 novembre. Donc voilà, beau score pour cette valeur. On peut cadrer la tendance haussière avec un petit canal haussier ici. Donc vous voyez, tant qu'on est dans ce canal haussier, les acheteurs ont la main. Tant qu'on est au-dessus des 38 $, il y a un biais plutôt positif. Si on casse les 40 $, on pourrait retourner vers les 40 depuis les 44 qui sont les plus hauts annuels et historiques. Attention à un éventuel échec sous les 40 $ et une sortie de canal. Cela voudrait dire que les acheteurs perdent la main à court terme. Donc c'est une belle configuration. Mais attention, on vient de prendre 45% et il faudra casser des résistances pour pouvoir aller plus haut. Donc, prudence tout de même. Et puis enfin, pour répondre à LL, on va regarder Accor. Que peut-on dire sur Accor? Eh bien, que ce n'est pas la configuration la plus attractive que j'ai vue ces derniers temps. Alors... Il y a un point positif, c'est une oblique de moyen terme qu'on peut tracer ici, qui passe par les plus hauts, qui a été cassée récemment. Ça, c'est un bon point. Mais sinon, ça ressemble beaucoup à un range de moyen terme. Si vous regardez les cours depuis le début de l'année, on est revenu sur les plus hauts en mars, avril, mai, puis ça n'est pas passé, on est reparti à la baisse. Là, le point positif de ces derniers temps, c'est qu'on est sorti d'une structure en biseau. On avait les prix qui étaient dans un biseau, on est sorti à la hausse. On est passé de 33 à 37, on a gagné un peu plus de 10% sur la valeur, mais vous voyez que là, à court terme, les vendeurs prennent la main. Donc, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. C'est brouillon, c'est neutre à moyen terme. En données journalières, c'est haussier, mais on est en train de baisser suite à un chandelier en étoile filante ici le lundi 19 décembre. On est dans une consolidation de court terme, donc j'aurais tendance à penser que les vendeurs ont la main à court terme depuis quelques séances, et dans ces cas-là, tout simplement on pourrait rebaisser vers les supports. Si et seulement si on réagit positivement sur un support, ou qu'à tout moment on fait un chandelier de retournement haussier type marteau haussier, avalement haussier, étoile du matin, les acheteurs pourraient reprendre la main, mais sinon, voilà, on a eu un rebond technique qui s'est mis en place, on a eu un rebond de, je vais calculer, hop, de 15% sur ce titre Accor, qui n'est pas non plus un titre en tendance, bien au contraire, à moyen terme il est neutre. Donc voilà, on peut dire que ce qui devait être fait a été fait, et maintenant la lecture est beaucoup plus complexe. On avait une tendance baissière, on a eu un signal haussier, on a eu 10% de hausse, et maintenant on est neutre et on va travailler cette zone de prix. En tant qu'analyste graphique, cette configuration ne m'intéresse absolument pas. Voilà, sur ce, c'était ce dernier point de la journée. Profitez-en, hein, encore demain pour venir me poser des questions dans la matinale.
Ce sera demain matin ma dernière émission de la semaine. J'en profite pour ceux que je ne verrai pas. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de la part de toute l'équipe de CMC Markets. Reposez-vous bien, profitez-en bien et pour ceux que je ne verrai pas demain, on se retrouve en forme lundi sur ces marchés et on verra si enfin une respiration se met en place. De rien, merci pour vos commentaires et passez tous une très bonne fin de journée et une bonne fin de semaine, un bon week-end. Au revoir à tous.